Merci d'accueillir Monsieur Jean Lassalle. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Lassalle. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, comment allez-vous? Eh bien, très bien, sauf que je suis un petit peu contrarié intérieurement, ce qui ne se voit pas extérieurement, parce que je suis en retard alors que je pensais être à l'avance. Mais en fait, Monsieur le maire de Marseille, Monsieur Gaudin, m'a fait savoir vers 14 heures. Il apprenait que j'étais chez vous à Kedge, comme il dit. Et lorsqu'un député va dans une ville, il va voir le maire. Mais moi, je ne pensais pas quand même déranger Monsieur Gaudin. Mais alors, comme lui est peu prolixe et moi peu bavard, voilà, on a laissé passer un peu les horaires, quoi. Voilà, Et puis après, on a voulu faire Taxi 2 et Taxi 3 et ça n'a pas marché. Alors on va retracer d'abord un petit peu votre parcours. À 21 ans, vous devenez maire de Lourdios-Icher, vous étiez un des plus jeunes maires de France. La politique, ça semble être une évidence pour vous. Comment est-ce que vous est venue l'idée de vous lancer dans la politique et comment est-ce que vous avez vécu cette expérience à un âge aussi jeune? Parce que j'en ai toujours rêvé, depuis que je me souviens, et pourtant il n'y avait rien de fait pour que je puisse en rêver. J'étais fils de berger. Il n'y avait pas de route pour venir chez moi, il n'y avait pas d'électricité, de téléphone, pas de télévision. Tout ça, je l'ai installé quand je suis devenu maire à 21 ans. Et papa était berger à 2500 mètres d'altitude. L'été, j'étais avec lui. Mais ça, voilà, le peu que j'ai commencé à découvrir à partir de 5 ou 6 ans, ça me branchait, comme on dit. Et puis, à 10 ans, il y a eu l'inauguration de l'église à Lourdios-Icher. C'est la première fois que j'ai vu un député qui racontait qu'il était parti la veille de Jérusalem. Il était là le matin. Moi, je n'en revenais pas, j'étais enfant de cœur. Et j'ai eu envie d'être député, puis j'avais envie d'être maire aussi avant. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'était le désir, je pense, de servir. Et puis, comme j'étais issu d'un milieu très modeste, hein, papa était de milieu modeste, tous mes oncles, mes tantes, etc., tous les gens que je connaissais, j'avais quelque part envie de les réhabiliter. Pourtant, ils n'en avaient pas besoin, ils étaient très fiers de ce qu'ils faisaient. Mais je crois qu'il y a eu tout ça qui a joué, voyez. À travers ce discours, nous pouvons voir beaucoup d'engagement et une force de conviction. Vous avez acquis une grande notoriété et touché le peuple français en faisant votre grève de la faim en 2006. Qu'avez-vous tiré de cette expérience? D'abord, sur un plan personnel, j'en ai retiré une certaine force parce que je ne savais pas si je pouvais le faire. Il me semblait que je pouvais le faire. Mais vous savez, quand on arrive à tutoyer la mort et qu'il faut expliquer à sa femme et ses enfants qu'on ne va pas mourir, mais eux, ils savent, ils connaissent les résultats, puisque tout était public. C'était à l'Assemblée nationale, c'était à la salle des 4 colonnes. C'est un des lieux les plus publics au monde. Et des journalistes du monde entier sont là. C'est un peu comme la croisette à Cannes, qui n'est pas très loin d'ici, mais ça ne dure que 15 jours, la croisette. Là, c'est tous les jours, tous les jours. Et donc, déjà, je sais que j'ai dépassé ce cap. Sur un plan physique, j'en ai retiré que je suis sorti un peu amoindri.
Vous savez, le tube digestif, il n'a pas beaucoup aimé, et surtout l'intestin grêle qui fait 6 mètres de long, enfin, il paraît-il, le mien. Il s'est desséché, vous savez, un peu les viscères que vous mettez au soleil, et alors ça restait humide là où le filet d'eau passait. Pourtant, je me cognais 6 litres d'eau par jour et j'en ai jamais bu autant de ma vie. Mais ailleurs, ça s'est desséché. Donc j'ai un traitement à vie pour fluidifier, pour avant chaque repas aussi anesthésier. Parce que sinon c'est très douloureux. C'est pour ça que je multiplie pas trop les repas, je ne mange pas à midi. Je mange le matin bien, le soir aussi, mais en faisant attention. Voilà. Sinon, c'est un moment où la France perd 750 000 entreprises. On ne s'en est jamais relevé. Moi, je perds une entreprise que j'avais été chercher. Je n'avais pas l'argent, avec un billet d'avion qu'un copain m'avait avancé au Japon. Et une entreprise de très haute technologie, je pourrais en parler tout à l'heure si vous avez des questions, qu'on voulait m'arracher pour faire croire qu'il y avait une reconversion sur le bassin pétrolier de Lac, conduit par Total, alors qu'il n'y avait aucune reconversion du tout. Et moi, ça tenait ma vallée, ça lui permettait de vivre. Je ne pouvais pas me permettre de perdre ses emplois. J'ai tout essayé, toutes les discussions possibles pendant 15 ans. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire, qu'il partait, j'ai fait ça. Voilà. Vous avez évoqué le fait que vous êtes issu d'une famille de bergers. Lorsque justement nous sommes issus d'une famille de bergers, que l'on vient d'une commune rurale, comment s'adapte-t-on au monde bien particulier de l'Assemblée nationale, avec ses codes et ses rites ? Déjà, vous savez, quand vous venez d'une famille de bergers dans les montagnes, il y a déjà des codes qui sont très anciens. Il y a des rites. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes. Je dirais c'est un art de vivre d'une certaine manière, qui est essentiellement basé sur le respect, sur une forme d'honneur, de dignité. La parole donnée, on ne signait jamais rien, pratiquement. Puis ensuite, ça a été progressif parce que j'étais maire à 21 ans, j'étais conseiller général à 25 ans, j'étais vice-président du conseil général l'année d'après, puis après, voilà, j'ai eu toutes les fonctions locales que l'on peut avoir, puis député, je suis président des populations des montagnes du monde, maintenant je suis en train de fonder le mouvement résistant. Donc ça a été une longue acclimatation à laquelle je ne me suis jamais vraiment tout à fait acclimaté. C'est-à-dire que je n'ai jamais pu faire semblant. Et ça m'a coûté très cher. Je n'ai jamais voté le contraire de ce que je pensais. Ce qui fait que je me suis un peu lassalisé. Vous savez ce que c'est, lassalisé, verbe du premier groupe. Lassalisé, c'est que on ne parle pas trop de vous, et quand on parle de vous, c'est sur un ton de commisération en disant « oh le pauvre », etc. Et on ne me montre pas beaucoup non plus. Mais bon, je suis bien dans mes baskets. Je sais que je ne fais pas du tout ce qu'il faudrait faire pour être dans l'air du temps. Et de notre côté, j'ai une forme de sympathie, alors que personne ne parle de moi, qui m'étonne et qui me donne du courage, tel que l'accueil que vous venez de me réserver et dont je vous remercie. Donc vous êtes député et depuis 2017, il y a finalement une nouvelle population qui arrive à l'Assemblée nationale, insufflée par le mouvement En Marche. Qu'est-ce que vous portez comme jugement là-dessus ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Écoutez, En Marche, d'abord c'est moi qui ai marché, 6000 kilomètres, Oui. 9 mois. Si j'avais marché tout droit, je serais pratiquement arrivé jusqu'à Pékin, sans revenir à la maison. Monsieur le Président de la République a fait 2 fois le tour de sa cuisine, il a dit « En marche ». Les marcheurs... Voilà. J'ai jamais eu l'occasion de me faire plagier autant, de me faire copier, de me faire tout piquer que cette fois-ci. Vraiment, il a tout pris, y compris beaucoup d'idées que j'avais mises en avant et dont nous allons parler. Alors, sinon, pour le reste, c'est le 3e tremblement de terre à l'Assemblée nationale en 3 fois. On dit que ça ne se renouvelle pas, mais là, ça se renouvelle plutôt très vite. Vous savez, quand Nicolas Sarkozy est arrivé avec 380 députés tout neufs,
pas cabossé, rien, magnifique, un élan spectaculaire. Et 5 ans après, pfiou, il en sort avec combien 70 ou 80. François Hollande arrive le coup d'après. Il en a aussi, alors là, ça a été une déroute considérable. Et puis, une élection énorme pour En Marche. Et je crois que nous ne restons que 70 députés qui avons traversé cette dernière élection. Et encore parmi les 70, enfin 70 à ne pas avoir changé d'étiquette. Voilà. Et comme moi je n'en avais aucune, je n'en ai pas changé non plus. Et j'ai été élu et j'avais tous les étiquetés en face. À ce propos, vous dites que vous êtes 70 à avoir gardé la même étiquette. Vous avez récemment été réélu député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques lors des dernières élections législatives. La participation sur tout le territoire lors de ces élections était de 42%. À quoi est due, selon vous, cette défiance à l'encontre du corps politique français ? C'est un des grands problèmes de notre temps. Et justement, je suis heureux de m'adresser à votre Assemblée, dont la mission va être de manager, de faire partager, pour entraîner dans le sillage. Je crois que si vous pouvez faire de la politique, surtout faites-en, parce que nous ne sommes pas très bons, nous, actuellement, et nous n'entraînons pas beaucoup dans notre sillage. Je crois que la politique, c'est une question d'idéal. Il faut croire passionnément en une cause. Il faut mettre tout en œuvre pour y réussir. Et aujourd'hui, en fait, on s'est transformé en je ne sais quoi, mais il y a cette absence d'idéal, de service, d'altruisme. Et la politique, c'est un art. Pour moi, c'est un art. Et aujourd'hui, il y a peu de grands artistes. Alors, comme on fait systématiquement, après être élu, le contraire de ce qu'on avait promis pendant les élections, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, on fatigue les électeurs qui, dans un pays aussi extraordinairement démocratique et républicain que le nôtre, c'est le pays des droits de l'homme, connu dans le monde entier. C'est le pays dont le peuple s'est le premier déclaré souverain. Qu'on n'aille plus voter qu'à 50% dimanche après dimanche, et que même, vous le rappeliez, pour le deuxième tour des législatives, alors qu'on avait un président tout neuf, moi je pensais que 90% des Français allaient se ruer aux urnes, et il n'y a eu que 42%, vous l'avez rappelé. Donc, vous voyez, ça c'est un problème, un très grand problème de notre temps. À mon avis, nous n'avons pas trouvé les solutions au changement de monde que nous sommes en train de vivre. Et je me demande même si nous avons compris ce changement qui s'impose à nous et dont nous devrions mieux tirer les enseignements pour donner un horizon, pour essayer de fixer un cap. Si vous savez, si vous voyez un cap dans tout ce que vous racontez, vous me direz tout à l'heure, à bâton rompu, où est-ce qu'il est? Moi, je ne le vois pas. Vous disiez tout à l'heure que nous avions un président tout neuf qui a été réélu récemment, enfin qui a été élu récemment. De votre côté, vous avez effectué avant les élections présidentielles un tour de France de près de 6000 km pour vous rendre compte des difficultés qui subsistent en France. Vous avez fait aussi un tour d'Europe. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour construire votre programme, pour vous rendre compte des difficultés réelles qui subsistaient. Pourtant, une grande partie de l'opinion vous connaît et vous apprécie aussi sans doute, simplement finalement par votre côté décalé. Comment est-ce que vous expliquez finalement que vos idées ne sont pas forcément entendues et qu'on vous regarde plus comme quelqu'un d'un petit peu décalé, d'un petit peu à part? Je pense que c'est parce que je n'arrive pas à la fermer. Je ne peux pas dire, vous voyez ici, il y a 1, 2, 3 bouteilles. J'ai du mal à dire qu'il y en a 5. Vous voyez, je devrais le dire, je ne peux pas le dire. Je pourrais peut-être pour tous les moyens de télévision, tous les moyens des réseaux sociaux qui existent, le dire. Mais c'est ce que nous faisons à merveille. Alors, moi, je n'arrive pas à décrire autre chose que ce que je vis. Ensuite, je pense que je n'ai fait aucun effort pour parler comme parlent mes collègues. On me dit, au moins, tu aurais pu soigner ton accent. Merde, mon accent, qu'est-ce qu'il a, mon accent?
Et alors, et le Marseillais, tu penses qu'il se soigne, et pourtant tout le monde est vachement content d'avoir des Marseillaises et des Marseillais, enfin, etc. Et ensuite, on me dit, tu n'articules pas, on ne comprend rien à ce que tu dis. Bon, et oui, et tu crois que moi je te comprends, toi, quand tu parles, au bout de 2 minutes que tu es lancé, tu es perdu, il n'y a que toi qui te comprends. Enfin bon, ça c'est vrai que je devrais faire peut-être un progrès, mais je crois que c'est surtout mon souci de rester au plus près de ce que je vois, de ce à quoi je crois et de ce vers quoi il me semble que nous devrions aller et de l'exprimer d'une manière suffisamment claire pour que le peuple puisse se prononcer. Dans notre territoire, dans ma circonscription dont vous parlez, il n'y a pas ce problème-là. Les gens ont tous les villages, toutes les communes, les villes ont la palme des villes qui votent le mieux. Parce qu'il y a un débat solide. Tous les gars sont là pour me battre, les républicains, les En Marche ce coup-ci, les socialistes, les centristes. Il y avait même 2 équipes centristes, l'extrême gauche, la droite, tout le monde. Et puis finalement, je passe ce qui fait que tous ceux qui veulent me battre vont voter à bloc pour me battre, et tous ceux qui veulent me garder votent encore plus. Donc voilà, je crois que c'est aussi une affaire de passion, et la politique doit redevenir cela. La politique, c'est notre bien commun, c'est l'expression du peuple dans la bouche de ceux que ce même peuple a choisi pour le représenter. À ce niveau-là, justement, que pensez-vous de l'image que vous ont donnée les médias pendant votre campagne? Vous dites que vous restez au plus proche de ce que vous voyez, au plus proche du peuple. Peut-être que ce côté décalé vous a desservi. Que pensez-vous de l'image que vous ont donnée les médias? Ah, ils m'ont assassiné. J'ai été assassiné au bout de 8 ou 10 jours, j'étais déjà mort. Bon, je m'y attendais un peu, mais je ne pensais pas que ça allait être si soudain et si rapide. Mais on ne m'a pas tellement assassiné sur l'accent, à vrai dire, ou l'image qu'on a pu donner. L'image qu'on a pu donner, on l'a donnée après. Mais on a fermé toutes les caméras sur moi. Plus aucun journal de la presse écrite n'a parlé de moi. Je faisais partie du top 3, et ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'était le journal du Parlement, du top 3 des députés les plus connus de France, pour les raisons que vous avez évoquées, notamment. Eh bien, du jour au lendemain, fini. J'ai eu pendant 8 mois, je me suis déclaré parmi les premiers, dès le mois d'avril 2016. J'ai eu 3 reportages, je crois, tous à charge pour m'assassiner. Et puis 1 ou 2 émissions de télévision. Et il a fallu attendre les 3 dernières semaines pour que une semaine, là, j'ai parlé beaucoup, et les 15 derniers jours, à la télévision et à la radio, nous devions être à égalité. Donc là, je me suis pratiquement... je faisais 13 et 14 émissions par jour. Mais c'était trop tard, parce que chacun avait choisi son petit Macron, son petit Mélenchon, son petit Fillon, enfin, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme place pour le petit Lassalle? Il n'y avait pas grand-chose, vous comprenez, j'ai pris les miettes. Donc, j'ai surtout appris, hélas, que si la France a été un pays de libre expression, excusez-moi, je suis député, je prononce des mots durs, a été un pays de démocratie et de libre expression, si elle y a été très attachée, et un pays de liberté, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Si vous sortez du langage officiel qui vous oblige à dire que tout va très bien, Madame la Marquise, eh bien, vous n'avez plus de place. Ou alors, vous êtes un populiste dangereux, et maintenant même un complotiste, c'est-à-dire que vous complotez. Moi, je n'ai rien comploté, moi, j'ai simplement envie de faire de mon mieux. Alors, je pense que le côté décalé, il vient de par là. Mais demain, c'est vous qui aurez les clés de notre grand et beau pays. Il vous appartiendra de continuer à travailler sur les grands chantiers de notre temps, l'Europe, le monde, la nouvelle économie, l'adaptation. Moi, je vous dis, prenez des responsabilités le plus tôt possible. Et on peut à la fois avoir des responsabilités professionnelles et politiques.
À 22 ans, lorsque j'ai cessé d'être berger, j'ai créé mon brevet d'ingénieur, mon cabinet d'ingénieur conseil, maintenant on dirait de consulting, et j'ai eu 12 salariés dans cet ingénieur. Je ne l'étais pas moi-même, alors j'en ai recruté 7 pour être sûr d'en avoir assez. Comme je ne pouvais pas trouver de travail en France dans le secteur, parce que ceux qui étaient en place ne voulaient pas, c'est toujours pareil, ne voulaient pas élargir le gâteau, enfin le gâteau, le nombre de mangeurs de gâteaux plutôt, si vous voulez ce que je veux dire. J'ai fait mon premier chantier en Espagne, à Bilbao. J'ai fait l'assainissement. L'assainissement, ça veut dire faire le tout à l'égout de la ville de Bilbao et les réseaux d'adduction d'eau potable. Voilà. Donc, je crois que c'est très important d'avoir à la fois une vie professionnelle où on voit les vraies difficultés de la vraie vie, et surtout quand on est patron et qu'on ne sait pas l'être, qu'on apprend, et les mandats d'élu. Je crois que ça, c'est un élément qui m'a beaucoup servi. On va maintenant vous montrer quelques photos. Vous allez réagir par rapport à ces photos, si ça fonctionne. C'est difficile de réagir. Oui. Voilà la première. Bon, écoutez, ça, c'est François Bayrou et moi. Vous avez été au Modem pendant plus de 30 ans. D'habitude, Que retenez-vous de votre relation avec François Bayrou, justement ? Un grand souvenir quand même pour une très grande partie de notre histoire. On ne peut pas se connaître, faire connaissance comme nous l'avons fait alors que nous étions tout jeunes. Moi j'avais 18 ans, lui en a 5 de plus que moi, je pense qu'il les a toujours. Et voilà, donc nous étions complices. Moi je m'étais beaucoup engagé sur des mandats de territoire, parce que nos Pyrénées étaient de plus en plus à l'abandon. Ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Ça s'est empiré. Tout le monde foutait le camp. C'était le temps où Jean Ferrat a composé cette merveilleuse « Que la montagne est belle », mais qui disait tellement bien ce qu'il en était. Et François avait une ambition nationale, et puis il voulait que je monte à Paris aussi. J'ai failli être député très très jeune avec l'élection à la proportionnelle de François Mitterrand en 1986. J'ai dit non, moi j'ai pris des engagements locaux, je veux les tenir, je vais au moins essayer de les tenir. Voilà, donc c'est mon souvenir. Et puis à partir de 2012, je ne savais plus très bien où nous allions, et je n'avais pas envie d'aller où je ne savais pas que nous allions. Voilà. Et c'est une séparation politique. Lui, il la vit plus mal que moi, je pense, parce qu'il la vit comme une séparation humaine. Moi, je pense qu'un jour, nous nous retrouverons, mais en tout cas, je n'aurais pas pu suivre ce qu'il a fait ces derniers mois, ces 2 ou 3 dernières années. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, lui. Désormais, un mot pour décrire notre ancien président, M. François Hollande. Un mot pour le décrire. Écoutez, je vais dire des choses qu'on ne sait pas forcément. Je l'ai aimé à 2 ou 3 reprises. Un soir, on était dans un petit supermarché. Il faisait ses courses. Ça n'allait pas très bien avec Ségolène. Et donc, il faisait ses courses tout seul, et moi aussi les miennes. Je lui ai fait observer qu'il lui manquait de l'eau. Il m'a dit « Ah, c'est vrai, je bois quand même un peu de vin aussi. » Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a... Bon, c'est sympa. Ensuite, quand j'ai fini le Tour de France, il m'a reçu 2h30 à déjeuner. Il n'était pas obligé, donc ça, c'était plutôt sympa. Je pense que il n'était pas fait pour être président, surtout dans une période aussi difficile que celle-ci. Je crois qu'au fond de lui, c'est un brave type, mais il est quand même maladroit. Se faire choper avec un scooter le 2 janvier au matin, quand même. Enfin, je ne sais pas, mais en fait, je sais que tout peut arriver. Mais je ne sais pas. En fait, il n'a jamais, à part les premiers jours, sinon, il n'a jamais détenu vraiment le cœur des Français. Puis alors, c'est celui qui aura changé le plus rapidement de cap. Il est arrivé
souvenez-vous, en 2012, en disant « Je ne signerai jamais le prochain pacte européen qui avait été préparé par Sarkozy ». Et 10 jours après, ces députés étaient obligés de le voter. Je crois que c'est... Voilà, je crois qu'en tant qu'homme, je crois qu'on l'aime. En tant qu'homme politique et surtout président de la République, je crois qu'on n'a pas confiance. C'est un des drames de notre temps, parce que je crois qu'il est honnête au fond de lui-même. Un mot pour décrire Manuel Valls. Alors lui, je lui en veux un peu quand même. Parce qu'on avait tout pour être heureux. Et il s'est mis à nous détricoter la France avec ses grandes réformes, notamment la loi NOTRe, dont vous avez entendu parler. Ce n'était sur aucune des pages du projet. Et pourtant, il a, en d'autres ans, défait totalement l'organisation de notre pays, sans pour autant proposer une organisation qui soit crédible. Aujourd'hui, nous sommes passés d'une, comment je devrais dire, d'un pouvoir de proximité bienveillant, proche, à de vastes ensembles qui ne sont jamais assez grands, dans une espèce de gigantisme à l'américaine qui n'est pas fait pour notre pays. Et ce qui fait que les hommes et les femmes ordinaires de tous les jours ne savent plus à qui s'adresser. Ils ont encore un maire, mais le maire n'a plus du tout les pouvoirs qu'il avait il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Ils n'ont plus de conseillers généraux de proximité. Les conseillers régionaux sont sur de vastes territoires. Ils font 450 km par jour. Donc, si par bonheur, ils s'assoient sur un fauteuil ici pour y rester un quart d'heure à tout casser, ils n'ont pas le temps et ils n'ont encore moins le temps de rendre compte. On va réduire le nombre de députés. C'est dans les territoires qui en auraient le plus besoin. Par exemple, votre quartier nord, dans lequel je suis rentré avec 30 000 personnes qui m'entouraient, c'est un très grand souvenir lorsque je faisais ma marche. Et si la télévision avait été honnête, il n'y a que votre télévision. Vous avez une télévision ici à Marseille qui a montré des images. Mais sinon, il y avait CNN, TF1, France 2, France 3, tout le bazar, etc. Canal+, ils n'ont montré aucune image. Donc, je pense que lui, par contre, voulait rentrer dans la modernité et il s'est fait doubler par Macron. Et un soir où je dois dire que j'avais vu juste, j'ai voulu le vexer un peu. C'était la première fois que je voyais Macron. Parce qu'il avait été ministre, nommé ministre. Et je lui dis, écoutez, monsieur le Premier ministre, moi je vous dis une chose. Vous voyez le jeune homme qui est assis à côté de vous? Eh bien, vous pouvez déjà préparer vos valises parce que vous n'en avez plus pour très longtemps. Et c'est filmé, c'est à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Je lui dis, vous pouvez dire aussi à Pépère, à l'Élysée, que lui aussi peut déjà préparer les siennes aussi, parce qu'il va vous avoir tous les deux. Et je ne pensais pas dire aussi juste. Alors lui, Macron, il a ri. D'ailleurs, il m'a fait beaucoup d'offres de services avant d'être élu, mais ça, je répondais à une question s'il y en a une. Mais je ne m'étais pas trompé. Et finalement, quand je vois tout le mal qu'il a fait, finalement, et qu'aujourd'hui, il est là, seul, isolé, je me dis quand même à quoi tiennent les choses. Vous nous avez fait une très belle transition, puisque la prochaine photo... Voilà. Vous aviez déclaré il y a peu que Emmanuel Macron, c'était le produit et l'instrument du système financier. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que lui vient de Rothschild, moi je viens de Lourdes-Ichères. C'est mon village dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors ça c'est un peu simpliste, on va me dire, mais c'est un homme extrêmement brillant. C'est vrai que je l'ai côtoyé et que nous avons eu une relation très conviviale, mais j'ai très vite compris que j'étais d'accord sur un point avec lui. C'était pour en finir avec les républicains et les socialistes, parce que ça n'apportait plus ce que deux grands partis auraient dû
apporter à notre pays, c'est-à-dire une alternance à mesure que l'on votait. Au contraire, on avait le sentiment que l'un allait plus loin que l'autre encore dans le passif et dans la bêtise. Donc je lui ai dit là-dessus, par contre, cher Emmanuel, je ne suis pas d'accord avec ta vision. Toi, tu penses qu'en flattant l'encolure de ceux qui détiennent la puissance financière, mais la puissance financière inutile, parce que M. Peugeot, M. Renault, M. Citroën et tant d'autres depuis ont eu une puissance financière, mais c'était pour le progrès. Bien sûr, ils voulaient laisser leur nom sur le Larousse, sur le Petit Robert et sur le livre d'histoire, mais ils faisaient avancer les choses. Que font avancer aujourd'hui ceux qui détiennent en quelques mains les immenses, les plus grosses sommes, les plus colossales que l'humanité ait jamais connues? Rien. Et moi, je pense que je me serais démarqué, au contraire, non pas pour leur faire la guerre, mais pour leur parler autrement, pour leur dire que nous sommes tous des hommes et des femmes. À l'origine, nous sommes même tous égaux. Notre Constitution est basée là-dessus. Nos 5 républiques n'ont jamais démenti la constituante. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, quand même, on a la différence qu'on a du mal à dire liberté, égalité, fraternité. Voilà. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas suivi. Je suis un des rares qui n'ait pas suivi le mouvement. Pourtant, il m'a très, très longuement... il voulait d'ailleurs que je sois à la place de Clermont-Ferrand. Non, pas Clermont-Ferrand, qu'est-ce que je raconte comment il s'appelle déjà Ferrand. Richard, voilà, Richard Ferrand. Oui, parce que Clermont-Ferrand a été championne de rugby cette année, alors c'était à peu près la même histoire, voilà. Donc, il me dit, bon, toi, tu es un député populaire, tu parles aux gens, voilà, et ça, il faudrait que tu viennes avec moi. Je lui dis, et puis finalement, je n'ai pas été avec lui, il a tout fait pour me faire battre. Et depuis, bon, mais par contre, je souhaite qu'il réussisse, parce que c'est notre pays, c'est notre patrie. Nous l'avons en bien commun. Et je souhaite de toutes mes forces qu'il réussisse. Et s'il voulait m'associer au lieu de me pourchasser, bien je ferai tout ce qu'il est possible. C'est d'ailleurs ce que je fais, tout ce qu'il est possible de faire. Je ne peux pas me résoudre à voir dans des territoires les plus en difficulté. Vous en avez quelques-uns dans votre ville. Vous avez aussi de magnifiques territoires. Mais dans votre école, je sais qu'on vient de toute la France. C'est une école très connue, très célèbre et au concours très difficile. Mais il y a aussi des bouts de territoire en France qui sont immenses, qui sont abandonnés. On enlève la maternité. C'est le cas chez nous. Et alors qu'on parle de la femme, les femmes aujourd'hui, elles seront à 2h30 de la maternité la plus proche. Je n'arrive pas à avoir là un progrès considérable. Vous essayez de vous démarquer. Pour ça, vous avez notamment créé votre mouvement Résistons en mars 2016. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mouvement? Et il m'a semblé que le slogan de ce mouvement, c'était pour que l'homme retrouve l'homme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que finalement, l'avenir de la France, ça passe par le fait de renforcer les liens entre les individus? Oui, l'homme doit retrouver l'homme. Et je me permets de le dire précisément devant une assemblée d'hommes et de femmes dont ce sera l'un des grands métiers. Faire, travailler ensemble et partager. Mais pour cela, il y a 2 manières. Soit on le décrète et on dit tout le monde au parc à danser. C'est bien si tout le monde est à égalité un petit peu de connaissances, de savoir. Mais vous avez vu, comme moi, un certain nombre de chiffres produits par l'OCDE, qui n'est quand même pas une organisation dangereusement révolutionnaire, qui a démontré que nous sommes descendus très bas et très vite, de 30% d'analphabètes en France. Et même à l'intérieur de ceux qui apprennent, il y en a 4% qui sont capables de faire le lien entre ce qu'ils lisent et ce qu'ils entendent et la véritable et le sens que ça a, une perte de sens considérable. Donc, je pense que vous avez un énorme travail à faire parce que nous avons failli. Notre génération a failli gravement. Et pourtant,
Nous avons vécu les 60 ans de paix ininterrompus que notre pays ait jamais connus par le sacrifice de nos anciens. Nous aurions pu faire beaucoup mieux. Nous avons beaucoup profité de ce qui a été mis à notre disposition, mais nous avons peu imaginé. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut commencer par résister à comment je dirais, cette situation, cette nouvelle forme de domination par l'argent, pour l'argent et par l'argent, pour retrouver l'homme. Moi, je suis pour qu'on gagne sa vie, je suis pour que ceux qui ont fait d'énormes efforts soient rémunérés, mais je n'arrive pas à imaginer qu'à Paris, il y ait autant de cartons et de couvertures sur lesquelles on trouve tant d'enfants et tant de femmes et d'hommes. Je ne crois pas que ce soit une belle image de notre pays. Et c'est pour ça qu'il faut passer par une phase de résistance, parce que beaucoup d'autres mouvements se sont créés à travers l'Europe, Podemos, Ciudadanos, ailleurs, mais ils veulent trouver la solution tout de suite. Mais si on ne prend pas conscience du fait qu'il y a un problème, et si on ne prend pas de conscience du fait qu'il faut combattre pacifiquement pour revenir à une dimension humaine, eh bien, on passera toujours à côté parce qu'on se fera avoir. Voilà pourquoi j'ai choisi Résistant et l'homme à la rencontre de l'homme, l'homme qui retrouve l'homme. Et justement, vos idées qui sont de remettre l'homme au centre de la société, qui sont portées par votre mouvement Résistant, qui est un terme fort, est-ce que ces idées, elles se limitent à une sorte de retour vers une France plus traditionnelle, une France qui renoue avec ses commerces de proximité, l'agriculture locale et l'artisanat par exemple? Alors, écoutez, d'abord, elles convergent vers un point, c'est que nous retrouvions la France. Excusez-moi parce que c'est un gros mot et je vais être taxé demain ou peut-être ce soir de poujadisme, de je ne sais quoi. Non, écoutez, moi je suis élu en France par un peuple qui est devenu universel, avec une langue qui était la langue la plus parlée avec l'anglais. Regardez où nous en sommes devenus. Nous ne sommes plus parlés que par 300 ou 350 millions de locuteurs dans le monde. Dans ma jeunesse, parler français pratiquement dans tous les coins du monde, on ne parle pas, ou très peu. Et je pense que lorsque la France se retrouve, eh bien, c'est un sacré service qu'elle rend aux frangins européens qui sont aussi paumés que nous, et au monde. Et partout où je vais dans le monde, on me dit, mais qu'est devenue la France? Pourquoi la France ne dit plus rien? Pourquoi elle donne ce sentiment de ne plus s'aimer elle-même? Et ce sentiment de vouloir disparaître, se dissoudre? Eh bien ça, pour moi, c'est déjà un premier élément très important. Après, bien entendu, il y a la France, mais on ne vit pas seul. Il y a l'Europe, il y a le monde. Je pense qu'il faut que notre pays retrouve, comment je devrais dire, retrouve suffisamment de place sur un plan politique, financier, intellectuel, pour que de nouveau nous ayons un magnifique printemps français. Je ne vois pas un printemps avec des armes lourdes, des frontières où on se ferme, c'est pas vrai. Quel bonheur si on pouvait avoir une France qui, à l'image du Canada par exemple, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, accueille des jeunes du monde entier. J'y étais il y a un mois pour aller voir ma fille. Et les médecins qu'on n'a pas en France, ils sont au Canada. Déjà qu'on n'en avait pas d'État. Mais toutes les formes, tous ceux qui veulent réussir sont là-bas. Il y a 2 ans, j'étais en Australie. L'Australie attire. Mais pourquoi attire-t-il? Je pense que c'est moins compliqué. Je crois que comme les jeunes, vous l'aimez, comme vous y aspirez, bien, on vous donne une chance plus rapidement. Il ne faut pas larmoyer des années et des années avant de pouvoir se lancer. Et puis, on crée plus facilement son entreprise, des start-up,
on est plus facilement en relation avec le reste du monde. Ici, c'est affreusement compliqué. Et c'est cette complication qu'il faut faire évoluer. Excusez-moi, je bois un coup. Allez-y, allez-y. Une de vos grandes idées, des grandes idées de votre mouvement, c'est aussi de faire en sorte que l'égalité soit mise en place sur tout le territoire. Et cette notion d'égalité qui est vraiment forte, comment est-ce que vous feriez ? À quel niveau est-ce que ça se caractérise et comment est-ce qu'on fait en pratique pour mettre ça en place ? D'abord, je pense qu'il faut trouver de nouveau, remettre de l'argent dans la sphère publique dans notre pays. Et si nous le faisons, d'autres pays vont avoir l'idée de refaire la même chose. Imaginez-vous ceux qui suivent la télévision, ceux qui suivent les réseaux sociaux et qui voient d'un côté l'argent qui dégouline ou qui passe d'une extrémité de l'autre du monde à la nanoseconde et à côté une multitude de nos compatriotes qui ont 600 € de retraite parce qu'ils ont fait un des plus beaux métiers qui soit, artisan, petit entrepreneur, agriculteur, et j'en passe des meilleurs. Mais que dire de celui qui a perdu son emploi à 43 ans après qu'il l'ait trouvé à 32 ? Et celui-là, il n'a plus que les yeux pour pleurer. Et comment voulez-vous qu'il supporte ce déséquilibre de chance qui s'impose à lui? Il ne peut pas. Et ça ne peut pas créer un mouvement joyeux qui entraîne. Et lorsque les affaires se rétablissent, lorsque ça revient, lorsque l'argent revient aussi dans la sphère publique, eh bien, vous avez de nouveaux écrivains, des intellectuels, des chercheurs, de grands ingénieurs, et je sais qu'il y en a parmi vous, de grands architectes. Vous avez des penseurs, alors qu'aujourd'hui vous avez les barbes blanches, vous savez, les mêmes que depuis 30 ans, depuis Mathusalem, qui passent à la télé, il n'y a qu'eux qui ont le droit de parler, comme s'ils savaient, s'ils avaient su quelque chose, ça se saurait depuis le temps qu'ils parlent. Est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes qui sont invités? Est-ce que vous voyez beaucoup de promotion de mouvement? Votre école qui est connue, moi je suis très heureux et je vous remercie encore une fois de m'avoir invité. Est-ce qu'elle est souvent mise en valeur? Non. Eh bien, c'est vers cela qu'il faut tendre. Et ne vous laissez pas faire. Je pense que vous devez être ce que nous n'avons pas été, notamment au cours de ces 15 dernières années où nous avons commencé à nous effondrer. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas été ces 15 dernières années, précisément? Je crois que d'abord, nous n'avons pas tenu les engagements que nous prenions. Nous avons dit clairement, nous allons faire ça, et nous avons fait clairement le contraire. Deuxièmement, nous n'avons pas vu le monde changer, je le disais en commençant, et nous n'avons rien anticipé pour le faire évoluer. Vous savez, il y a dans l'assistance un de mes amis qui est avec moi à Résistance, qui s'appelle Jacques Ansker. Il est l'un des responsables, il a même été le patron de la Banque alimentaire de Marseille. Eh bien, il faut voir l'économie que l'on peut construire à partir de ce que les autres ne veulent pas, en le récoltant, en le collectant, en l'organisant, avec les emplois que cela peut créer. Et le fait de le laisser, de le vendre à un petit prix à celui qui n'a rien, change complètement sa vie. Donc je crois qu'il y a place pour ce pays, et ça aurait été un des éléments majeurs de mon projet, pour la recherche fondamentale, qui est à l'état zéro. Mais enfin, est-ce que c'est une fatalité que de laisser la recherche fondamentale et appliquée aux seuls Chinois, aux Israéliens, je parle de ceux qui sont en tête de hit-parade, et des États-Unis, et nous, rien du tout. Est-ce que vous pensez que c'est une fatalité que de les voir continuer là où nous étions, les champions? Parce que nous l'avons été. Regardez toutes les grandes découvertes, nous y avons participé. Et en même temps, nous avons été un pays d'équilibre qui s'occupait aussi bien de ceux qui étaient un petit peu plus dans le besoin. Donc, qu'est-ce que je ferai?
Bien, je m'occuperai dans un premier temps, après avoir retrouvé les moyens financiers qu'il convient de retrouver, m'occuperai des banlieues. J'ai visité 50 des banlieues dites les plus chaudes de France pendant mon tour de France. Je peux vous dire que ce n'est pas Emmanuel Macron qui est venu. Hein. Non. Et vous savez, entre 1h et 5h du matin, c'est pas facile. Voilà. Mais aujourd'hui, vous le savez comme moi, même les pompiers n'y sont pas les bienvenus. Alors vous imaginez. Et puis nos campagnes, 50-60% de notre territoire est complètement délaissé. Pire, il est vendu. Il est vendu et même pas pour quelque chose de gratifiant. Pendant longtemps, c'est des Hollandais qui nous en ont acheté, qui ont acheté des terres. Et maintenant, c'est des consortiums immenses, notamment chinois, qui achètent des centaines de milliers d'hectares dans notre pays sans que nous ne disions quoi que ce soit. Est-ce que vous avez une petite idée de la part de grands immeubles, de très grands lieux d'histoire qui ont été achetés à Paris, notre capitale, avec des crédits extérieurs et qui n'apportent rien au pays. Et je crois que c'est de ce piège-là dont il faut se sortir, sinon on ne pourra jamais arriver. Donc voilà quelques-uns des éléments. Si j'avais été le président du pays, j'aurais lancé une grande cause nationale, campagne de France, grande cause nationale, parce que ce n'est pas normal. Il doit y avoir chez vous, ici, des enfants venus de villages, vous ne venez certainement pas tous de la ville, et vous ne supportez pas bien le fait de voir tout s'éteindre, de voir tout foutre le camp, de voir tout partir, alors que nous avons tant de richesses. Nous avons un pays où tout pousse, nous avons un pays qui peut tout produire, et nous avons un pays qui sait fabriquer, et nous avons un pays qui savait accueillir, et nous avons un pays qui avait chassé la haine de son cœur avant qu'elle ne revienne violemment. Voilà ce vers quoi il faut tendre rapidement. Si vous me demandez comment, je peux essayer de le faire rapidement. On sent que vous avez envie de donner un nouveau souffle à notre démocratie, en luttant notamment, comme vous venez d'en parler, des groupes d'intérêt privés, de l'américanisation, de la financiarisation. Ce sont vos idées à travers Résistons. Il est quand même aujourd'hui très difficile de vous situer sur l'échiquier politique. Vous dites représenter une troisième voie. Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui sépare vos idées de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou Emmanuel Macron? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste la résistance, la vôtre, par rapport à celle de Jean-Luc Mélenchon? Quelle est la différence entre les deux? Il y a des points de convergence. Mais moi, je me base sur des impressions historiques. Je ne peux pas dire que je sois agrégé d'histoire, je ne le suis pas, loin de là, que j'ai de mon pays et que j'ai de l'humanité, de l'Europe. Il me semble que notre pays, qui a certes commis des fautes, qui certes a connu des périodes noires, très difficiles, surtout lorsqu'il a été mal inspiré, c'est quand même un des rares pays au monde qui est capable de se redresser en 10 ans des pires avanies. Mais à condition, et ça c'est vraiment très intrinsèque à notre peuple, c'est qu'il y ait un sentiment d'égalité, un minimum d'égalité. Donc moi je veux m'appuyer sur l'histoire. Un des pays les plus anciens au monde aujourd'hui, en tout cas le plus ancien dans sa structure actuelle d'Europe. Bien sûr, je ne veux pas livrer concurrence à la Grèce antique ou à la Rome, non, mais un pays qui s'est construit autour d'un État en agrégeant des provinces qui n'arrêtaient pas de faire la guerre, de se faire la guerre, etc., et qui progressivement est arrivé à ce point d'équilibre qui l'a rendu si radieux et parfois irrésistible. Moi, c'est cela. Moi, je ne considère pas qu'il y a d'un côté ceux qui ont un cœur et ceux qui n'en ont pas. C'est peut-être ce qui me différencie. Moi, je pense que nous avons tous
notre petit jardin secret fait d'envie de partager, de réussir ensemble. Merde, quand on est ensemble, une équipe, quel bonheur que de préparer et de gagner ensemble. Et nous avons aussi dans ce même jardin secret une partie d'individualisme qui dit, bon, je vais me démerder mieux tout seul. Mais si c'est conduit dans le bon sens, pourquoi pas? Mais il faut que nous retrouvions pour ce faire les codes. Vous me parliez de codes tout à l'heure. Comment je me retrouvais dans les codes de l'Assemblée? Mais c'est une forêt vierge, l'Assemblée. Il n'y a aucun code. Il n'y a aucune règle. C'est la loi du plus fort. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et en plus, on n'a aucun pouvoir. Mais ça, c'est une autre forme. Donc, moi, je pense qu'il y a là un formidable projet pour la jeunesse que vous faites, dont vous pouvez vous emparer si nous et notre génération, fort de ce que nous avons vécu, nous vous donnons quelques clés pour comprendre le monde dans lequel nous sommes, comment nous en sommes arrivés là et comment nous pourrions nous redresser. Pour ça que moi, je ne pense pas qu'il y ait une partie du peuple qui serait beaucoup plus inspirée et l'autre qui serait des crétins et vice-versa. Non, je pense que c'est un peuple tout entier qu'il faut remettre à son niveau. Et son niveau, ça a été bien souvent, à travers les âges, l'excellence. L'excellence. Alors, il y a eu de tout, bien sûr, mais ça a été souvent quand même l'excellence. Merci, monsieur le député, d'avoir répondu à nos questions. On va maintenant passer, si vous le voulez bien, aux questions du public. Levez la main bien haut, le micro va circuler dans l'amphithéâtre. Ah, une question là-bas. Je ne suis pas trop rasoir, non, ça va? Vous n'avez pas décroché complètement? Bon, merci, parce que je préfère... parce que, voilà. Parce que les autres ont fait l'école normale, moi je n'ai fait que l'école normalement. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Bonjour Monsieur Lassalle. Oui, bonjour. Merci. Je voulais vous poser une question, je suis ici. Ah oui, voilà, merci. Sur la Corse. Vous qui êtes beaucoup allé en Corse, que vous avez été apprécié par le peuple corse, vous avez réalisé un très bon score lors des dernières présidentielles. Que pensez-vous aujourd'hui de la situation actuelle politique en Corse, de la situation actuelle qui confronte le peuple corse qui a élu à la majorité absolue les nationalistes au pouvoir et qui se voit refuser un bon nombre de choses par l'État français, par le pouvoir central. Aujourd'hui, le peuple corse n'a pas de réponse à ces attentes pour lesquelles il a élu les nationalistes. J'aimerais avoir votre position sur le sujet. D'abord, je pense que cette France-là n'est pas la vraie France. Parce que la vraie France n'a pas peur. On se noie dans un verre d'eau. Si M. Simeoni et Talamoni sont arrivés au pouvoir, ils ne sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est après un très long chemin que je connais bien, de 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis le territoire. Il se trouve que là, on parle de la Corse. Mais on pourrait parler de un problème en Alsace, du Pays Basque, de la Bretagne. Alors, qu'on se mette bien d'accord. Moi, je ne suis pas pour couper la France en petits morceaux. Aujourd'hui, on est lancé dans une œuvre de gigantisme totalement désemparée, qui ne conduit à rien. Je pense que la réponse n'est pas de tout couper de l'autre côté en petits morceaux. Non, je crois en la République française, mais je n'ai pas vu chez M. Simeoni quelque chose qui dise le contraire. Par contre, il dit, donnez-nous la chance de pouvoir exercer notre talent et de pouvoir mettre en avant les atouts que nous avons et pour lesquels nous avons été élus. Et effectivement, la réponse du pouvoir central, c'est non. Et c'est même pas non, c'est le déni, c'est le rejet. Or, le rejet n'a jamais amené quelque chose de bon. Je pense qu'aujourd'hui, un très grand nombre de Français sont lassés, nous l'avons dit, 50% ne votent plus, mais c'est beaucoup plus que ça. Et parmi la moitié de ceux qui votent,
jusqu'il y a peu de temps, à moitié voté extrême ou désespéré. Vous voyez ce qui reste, hein, pas grand-chose. Et lorsque nous avons une volonté de voir, en s'appuyant sur la culture, sur une langue, sur des champs merveilleux, sur un territoire hors du commun, l'île de Beauté, en l'occurrence, puisque vous m'interrogez sur la Corse, de voir les Corses vouloir prendre ça en main pour rendre quelque part la France encore plus belle, je dis qu'il faut être un âne batté pour ne pas voir cette réalité. Et cette réalité, elle ne nous rendra pas service parce qu'elle va réveiller, bien au-delà de ce que fait M. Simeoni, elle va réveiller des sentiments de dissension et de séparation. Et ça, il ne le faudrait pas. Ce n'est pas ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin, au contraire, alors que nous avons perdu, que nous avons abandonné tous nos territoires, que nous n'avons plus d'État. Parmi les projets que j'avais, c'était de reconstruire un État. Qu'on ne se sent plus protégé, que l'on ne se sent plus aimé, entouré, encouragé dans les démarches. Voilà qu'un bout de territoire, après 50 ans de démarche, et d'une manière non violente, parce qu'il ne faut pas tout confondre, il y a eu beaucoup de violence en Corse, il y a eu aussi de la mafia, et ce n'est pas l'élément le plus facile à traiter. Mais il y a eu aussi une démarche extrêmement courageuse qui a commencé avec le père Simeoni et son frère, et qui a poursuivi avec les enfants, et notamment le président actuel. Je le vois à Paris, et je vois le côté un peu désabusé, alors que c'est une démarche pleine d'énergie, et moi je trouve qu'elle n'est pas incompatible, parce que pourquoi n'apprenait-on pas le corse? Mais ça fait partie de notre patrimoine. Je me bats pour que le français reste le français, mais ce n'est pas la Corse ou la Bretagne qui vont faire disparaître le français. C'est les Anglais, c'est les Américains, c'est l'anglo-dollar qui fait disparaître le français. Je pense que c'est des langues qui nous appartiennent. Nous avons tout juste le droit de les transmettre à nos enfants parce que je ne vois pas pourquoi ils en seraient privés. Donc pour répondre à votre question, excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais je crois que ça, c'est le mauvais côté de la France. C'est le côté que je n'aime pas. Et c'est le côté qui crée des frontières là où il n'y en a pas. Bonjour Monsieur Lassalle. Oui. Ici, devant vous, juste devant vous. En bas, en bas. Ah, à vous. Ah oui, très bien. Monsieur Lassalle, j'aimerais avoir votre point de vue sur le centre en France. Après votre travail, vous, figure du centre, après votre travail au sein de l'UDF et du MoDem, après notamment l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du Parti républicain. Alors je m'explique. Vous avez vu que Laurent Wauquiez est arrivé à la tête du Parti républicain et a un petit peu droitisé le parti, excluant en partie les centristes, avec notamment en tête de file Alain Juppé. Est-ce que justement cette exclusion des centristes du Parti républicain pourrait créer une nouvelle UDF, vous qui connaissez très bien ce parti, ou un MoDem bis avec une plus importante force de frappe? Moi, je pense que le mal dont nous avons souffert au cours de ces dernières années, c'est d'avoir très peu d'idées à partager, à mettre en avant, mais toutes les ficelles de la division possible. Et nous avons divisé, tellement qu'il ne reste plus rien. Alors nous avons hérité finalement, à la fin finale, comme on dit chez nous, d'un PS et d'un républicain qui en fait disaient la même chose, alors qu'ils s'en défendaient, ils menaient des batailles féroces. Mais quelle a été leur différence par rapport à la mise sous tutelle de cette financiarisation mondialisée dont je parlais? Rien. Ils l'ont tous encouragé. La France est un pays comment je devrais dire, c'est un pays qui est à la fois un pays de contraste. C'est un pays qui réclame du débat. Et le débat n'est pas perdre du temps, n'est pas une perte de temps. C'est un gain dans la mesure où il est autorisé à chacun d'apporter ce qu'il a de meilleur pour qu'on puisse présenter ensemble un grand et beau projet le plus largement reconnu par l'opinion. Alors là, on a perdu le PS et les Républicains. J'ai l'impression qu'on est en train de recomposer d'une certaine manière deux clans,
l'équipe Macron d'un côté et l'équipe Wauquiez de l'autre, en passant par pertes et profits, beaucoup de parts de notre représentation. Et je pense que, je ne sais pas si Marine Le Pen va redémarrer, elle est sortie de cette élection beaucoup plus fatiguée que moi. D'ailleurs, je suis avec Macron le seul qui soit vraiment en forme, parce que tous les autres ont fait ont eu des très grandes fatigues. Moi, je n'en ai pas eu. Si j'avais eu un meilleur score, j'aurais été en meilleure forme encore. Mais enfin, merci beaucoup pour ceux qui ont voté pour moi quand même. Et puis rester quand même chaud. Hein. Donc non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Alors, il faut voir la stratégie, la part de stratégie. Comme on n'a pas d'idée, on est obligé d'essayer de radicaliser les siens pour gagner. C'est ce qui se fait depuis une vingtaine d'années et c'est ce qui nous a menés là où nous sommes. Alors on radicalise pour gagner les primaires. Et puis ensuite, d'un seul coup, on dit, ça y est, je suis avec tout le monde, je suis avec tous, je vais faire tout ce que vous voulez. Ça ne peut pas marcher. Je pense qu'un vrai projet se construit à plusieurs, dans une forme de pluralité active, et ce n'est pas en se rétrécissant qu'on peut y arriver, je ne le crois pas. Donc je pense qu'on est reparti pour un tour avec malheureusement une nouvelle génération, mais qui n'est pas vous, mais qui reconstruit exactement l'identique. Moi, je suis pour que les idées reviennent. Et pour que les idées reviennent, il faut qu'on relance la recherche fondamentale, la recherche appliquée, qu'on relance l'humanité, le désir d'être ensemble, le désir de partager, le désir de trouver en l'autre ce qu'il a de formidable. Et on se rend compte dans la vie. C'est pour ça que si j'avais été élu, j'aurais institué un service civique ou militaire pour une durée de 10 mois. Du mois de septembre à la fin juin, pour ne pas perdre 2 années, par exemple, pour tout le monde. Et on n'aurait pas perdu son temps. D'abord, tout ce qu'il aurait fait se serait trouvé, se serait rencontré, aurait échangé, au moins leur 06. Ce qui fait qu'ils auraient dit, tiens, moi j'ai un copain qui est à Marseille, qui a fait ses études à Marseille et qui est un virtuose du management. Moi je suis paysan à côté de Port-Vendre, etc. Bon, d'autres sont dans les Alpes, d'autres sont magistrats. Vous voyez, c'est cette espèce de connaissance de toutes les situations de notre pays. Ensuite, j'aurais encouragé tous ceux qui étaient là à passer l'ensemble de leur permis. Vous savez que c'est un très gros problème de passer son permis aujourd'hui, du moins pour certains, mais même pour tous, parce qu'il faut y consacrer du temps, c'est pas pour rien, même si on a allégé la formule, tous les permis. Et puis, j'aurais encouragé ceux qui voulaient aller à l'étranger à pouvoir y aller. J'aurais encouragé ceux qui voulaient aller découvrir ce qu'est une maison de retraite, parce que c'est quand même ce qui nous attend tous, un jour ou l'autre, à pouvoir le faire. Ceux qui voulaient travailler dans une commune à le faire. Et ceux qui veulent aller sur des théâtres d'opération, bien sûr pas les plus dangereux, mais enfin, d'aller avec l'armée, avec la gendarmerie, pour voir exactement quel était leur quotidien, pour mieux comprendre les réalités et pourquoi il y a une telle incompréhension dans notre pays. Et j'aurais donné deux années de retraite à l'issue de cette démarche. C'était ma démarche la plus chère, elle valait 10 milliards d'euros, parce que le faire sur plusieurs années. Mais quelle magnifique occasion de faire se rencontrer tout le monde avec une même démarche. Et j'avais aussi un projet de transmission, ça c'était bien avant, parce qu'avant d'arriver à 18 ans, il y a toute la jeunesse, où l'on transmettait le savoir dès les premières années. On apprenait des langues, 3 ou 4, au moment où le cerveau est une véritable éponge qui aspire, qui prend tout. Apprendre des langues, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Des langues de l'étranger, mais aussi des langues
du territoire, pourquoi pas le corse, pourquoi pas le breton, pourquoi pas le provençal ici, qui a été une formidable langue, avec de très grands écrivains. Je pense que c'est par des actes concrets comme cela qu'on peut retrouver les prémices d'une nouvelle grande aventure. Il faut pour cela avoir des expériences à partager qui vous marquent pour la vie. Il nous reste très peu de temps, on va peut-être poser une dernière question. Bonjour, par ici. Merci. Bonjour Monsieur Lassalle. Alors je voulais vous poser une question. Tout à l'heure vous avez mentionné le fait que le pays était un État établi depuis très longtemps. Puis ensuite, dans votre programme, vous voulez rétablir ce qu'est l'État français et rétablir ce qu'est être français. Alors que comme vous l'avez mentionné, la France est multiple et diverse, qu'il nous a fallu des siècles et des siècles pour transmettre ce qu'est la culture française, qui vient d'abord de Paris et de la région parisienne. Et du coup, comment vous voulez vraiment faire ce projet en si peu de temps, en un mandat, voire 2 mandats, alors qu'il a fallu des siècles pour les rois de France et pour les présidents pour l'établir? Ah, c'était une formidable question et merci beaucoup de l'avoir posée. Je dis, avant de vous quitter, j'aurais été quand même content, je ne sais pas comment on va à mon avion, mais d'entendre quand même une voix féminine, parce que pour l'instant, voilà. Mais toi, tu n'es pas tellement une féminine, toi, mais enfin, bon, ça fait rien. Alors, d'abord, s'il nous a fallu des siècles pour le construire, tout n'est pas perdu, même si c'est très endommagé. Et je pense que la France est singulière parce qu'elle se reconnaît dans un État depuis longtemps, un État qui a été construit peu à peu, petit à petit, et elle se reconnaît dans ses provinces. J'ai relu tous les discours du général de Gaulle lorsqu'il y a eu le grand débat sur la régionalisation. Et moi, je pense que son idée de reconstruire un État plus léger, mieux s'adapter à notre temps, mais qui soit un véritable outil au service d'un président et d'une majorité élue pour conduire les affaires de la France, permettrait d'y voir beaucoup plus clair. Quelle pagaille indescriptible que tout cet amoncellement de services dans lesquels les uns disent oui, les autres disent non, et la plupart ne répondent d'ailleurs jamais. Donc reconstruire un État qui soit apte d'abord à transmettre le savoir, ce dont je viens de parler, à réorganiser l'ensemble du pays pour qu'il soit efficient partout, à assumer le triptyque qui est le triptyque républicain que près de 150 pays ont adopté à leur tour. Et puis relancer la démarche des provinces. Et à ce moment-là, il n'y aurait aucun problème pour la Corse. Vous comprenez? Eh bien, ils ont une majorité qui souhaite aujourd'hui discuter avec le chef de l'État pour ouvrir d'autres pistes de travail. Ils pourraient le faire sans aucune difficulté. Et ce pas de danse d'une harmonie exceptionnelle que seule la France a su mettre au point entre l'État et ces provinces qui apportent leurs couleurs, leurs différences, leurs traditions, leur volonté, leur savoir-faire. Et c'est quelque chose, à mon avis, d'extrêmement porteur. Et je ne crois pas qu'il faudrait très longtemps pour le relancer. Mais pour ça, il faudrait le vouloir. Et pour ça, il faut retrouver, on revient toujours au même point de départ, comment je devrais dire, un moyen politique, des moyens politiques et financiers que nous n'avons plus. Et il faut les retrouver. Parce que si nous laissons les choses aller ainsi, d'abord, nous allons bientôt être 7 ou 8 milliards d'individus qui sont à peu près les mêmes, mais qui ne se reconnaissent sur rien. Ça ne fera qu'accentuer les frustrations. On n'aura plus les moyens de se battre contre les excès de ce que je viens d'expliquer à travers cette mondialisation financiarisée. Nous n'aurons plus le plaisir d'être de quelque part, quitte à faire 10 fois le tour du monde, se donnant l'occasion à recevoir chez nous
je pense que nous pouvons encore retrouver cela. Et c'est la raison pour laquelle, même si ça paraît très, comment vous avez dit tout à l'heure, décalé, même si ce n'est pas dans l'air du temps, je pense que c'est ça notre avenir. Je n'en vois pas d'autre. Parce qu'à chaque changement de monde, la même question s'est posée. Et c'est faute de ne pas y avoir répondu qu'à chaque fois, ça s'est terminé dans le fracas et des rivières de sang qui, à chaque fois, ont emporté nos jeunesses. Et c'est cela que je veux éviter. Et si nous évitons cela, eh bien, je crois que le génie français, le génie de l'homme, de la civilisation, vont revenir. Et bien des soucis vont être réglés, surtout avec des hommes et des femmes aussi bien formés que vous, dès lors que vous serez empreints, que vous aurez le cœur prêt à s'ouvrir pour mieux gagner, pour mieux réussir, et réussir ensemble, et faire réussir notre pays. Le retour de la civilisation, l'homme qui retrouve l'homme. Nous allons maintenant... Une petite jeune femme, peut-être là, non, il n'y a pas moyen. Ah, il y en a une là. Ouais, une dernière question, très vite. Oui, c'est à vous, mais elle n'a pas de micro. Tenez, madame. Attendez. Non, je ne peux pas sauter quand même. Il y a quelques années, je l'aurais fait, mais enfin... Bonsoir. En plus, je vais dire un truc sympa. Ah, c'est gentil, ça. En fait, votre projet politique me parle énormément, même plus précisément l'idéal porté par votre projet politique. Et donc, ma question est de savoir, au-delà du vote, comment pouvons-nous accompagner cet idéal qui, moi, personnellement, me parle beaucoup? Quelle belle question. Je sentais que ça allait venir. Mademoiselle, madame, vous avez tout pour vous. Et je ne peux pas en dire plus parce que sinon je vais encore m'attirer des ennuis. Donc je n'ai rien à faire d'ailleurs, parce que ce qu'on a essayé de me reprocher, il faut quand même que je le place, c'est pas du tout moi. J'ai beaucoup joué au rugby, mais j'ai jamais mis un coup de pied à un joueur à terre, ni à la tête, ni ailleurs. Je l'ai vu faire. Et j'ai passionnément aimé les femmes après en avoir eu très peur quand j'étais petit et adolescent. J'ai mis longtemps à m'éveiller, mais j'ai beaucoup aimé. Mais je n'ai pas eu besoin d'employer des méthodes. Il y a un moment où ça passe et on a très envie de se trouver ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors maintenant, comment faisons-nous? Comment faisons-nous? Eh bien, il y a ce petit mouvement résistant. Vous allez sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de préparer sa structuration parce que j'ai démarré avec des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont fait la marche ou qui ont fait une partie de la marche. Ils n'ont pas fait les 6000 kilomètres. Et maintenant, j'ai des cerveaux aussi qui viennent à moi et il faut de tout. Il faut à la fois des hommes et des femmes qui soient dans le quotidien et qui apportent leur bon sens. Et il faut aussi des hommes et des femmes qui aient comme vous, consenti leur jeunesse à faire des études difficiles, longues, qui imposent une grande rigueur. Et si vous avez envie, les portes sont largement ouvertes. Et c'est magnifique parce que, comme nous démarrons de rien, nous devons d'abord construire l'ADN de notre mouvement. L'ADN pour que nous sachions ce qu'on est, ce à quoi on aspire, ce qu'on peut partager, que l'on veut faire. C'est pas pour moi, c'est pour l'avenir, c'est pour léguer au moins un mouvement qui donne la capacité de reconstruire, qui redonne un printemps dans les têtes. Après, bien sûr, il y a des arbitrages à faire, mais on fait d'autant mieux les arbitrages qu'on se sent pris en considération, qu'on sait que l'on compte, qu'on sait que sa voix va être entendue. Tandis que si vous instituez partout la rivalité, si vous insinuez partout la concurrence à tout va, eh bien vous êtes dans la méfiance absolue. C'est malheureusement ce qui arrive un peu partout. Moi je crois que nous devons, excusez-moi d'être aussi vétuste, mais c'est tellement ce que je crois, être plus dans le partage, l'écoute, et puis les meilleurs s'imposent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont reconnus par les autres. Je me souviens toujours de mon père qui me disait « Oh, attends, avant de te trouver autant de qualités toi-même, attends que les autres t'en retrouvent quelques-unes. » Et je trouve qu'il avait 1000 fois raison. On veut s'autoproclamer, ou d'autres vous autoproclament,
À partir du moment où vous êtes autoproclamé, vous êtes en danger. Le jour où vous êtes choisi, ce qui est le sens le plus profond de la démocratie, à ce moment-là, vous devenez un repère. Vous devenez les raisons d'espérer, de mettre sur vos traits un idéal et de donner un horizon, un soleil, un printemps à tous ceux qui l'empruntent. Ça ne dure jamais longtemps. Mais si ça dure 20 ou 30 ans, si la France, si l'Europe, si le monde sont capables, dans un même rayonnement, de recréer cet esprit-là, croyez-moi, vous trouverez largement de quoi donner la part de ce que vous avez appris et la part beaucoup plus grande encore de ce que vous déteniez. Alors, vous pouvez dire résistant, j'ai besoin de beaucoup de monde, et en particulier de jeunes, et même de jeunes femmes. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lassalle. C'est vrai, elle disait quelque chose. Malheureusement, on est pris par le temps. On va devoir clôturer la conférence. Il y a un buffet à l'extérieur. Vous pouvez retrouver monsieur Lassalle d'ici 5 minutes. Merci encore. Pour le Corse qui m'a posé la question, je vais montrer qu'il y a plusieurs langues. Tant pis, ça ne se fait pas. Et si jamais vous avez M. Macron qui vient, vous lui demanderez de faire pareil. L'hymne de mon territoire, bien sûr, c'est la Marseillaise, à Marseille. Mais il y a l'hymne aussi des Pyrénées, c'est aqueras montañas qui tan altas son, men pechon divide mas amoson son. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.